Actualité en débat du 2 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous choisir à l'heure de votre émission d'information. Aujourd'hui, nous sommes déjà avec Abel Zendoudi, directeur du site d'information gakope.tg, Stan Asiaton du site d'information Opinion TG sera avec nous d'ici quelques instants si tout va bien. Eh bien, Abel, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous vous portez? Ça va, Dieu merci. Je rends grâce à Dieu également et les activités du week-end dans les villages sur. Bah, tout va bien, tout se passe très bien. Vous savez que c'est presque les vacances dans les villages, surtout avec les primaires, les préscolaires. Et donc, tout se passe bien déjà. Hein. Ils sont en pleine effervescence des vacances, les petits jeux dans les quartiers, les tournois de football, les jeux de billes, de carreaux qui reviennent, parce que dans les villages, il y a quand même toujours de ces choses-là. Les enfants ne sont pas concentrés sur les jeux vidéo et tout. Ils sont toujours là, ils fabriquent encore des petits objets, des petites voitures à l'aide des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve naturellement. Et donc, voilà, nous vivons quand même. Ils ont des fils qu'ils tirent, ils ont quand même, ils roulent toujours les pneus à l'aide donc des bâtons. De bâtons voilà, des bâtons croisés et pour rouler. Donc ça continue. Il y a des gens dans ce studio qui n'ont jamais vécu ça. Tu connais. Voilà, il y a quand même de ces petits jeux qui se poursuivent, qui nous tiennent en haleine naturellement, donc dans ces villages-là. Ça fait plaisir quand même de sortir de nos belles vies de Lomé pour retourner. Alors, nous savons que c'est en cette retrouver quand même ce que nous visions, hein, et comme on le dit, revivre quand même le temps ancien ou le bon vieux temps. Et vous terminez toujours par les plats de Jimpoum et autres. C'est la partie qui m'intéresse surtout. Mais dites-moi, vous avez une association qui œuvre avec les populations, les couches défavorisées. Est-ce que c'est pendant les vacances que vous organisez vos activités ou bien c'est à la fin de l'année? Non, nous sommes en plein temps sur le terrain. Vous savez que c'est un cahier de charge qui a été signifié, donc il faut le respecter. Et presque tous les jours, nous sommes là présents sur le terrain parce que quoi, il y a des appels qui nous parviennent de part et d'autre. Il y a des sollicitations, des fois même des plaintes qui nous parviennent donc des villages, puisque l'association a pour dénomination les amis du village. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup plus tournés vers les villages. Et donc dans ces villages-là, il y a presque tous les jours, il y a des besoins, des petits problèmes intercommunautaires. Nous essayons quand même d'intervenir pour essayer de relier le tissu. Vu que vous êtes en plein temps au village. Oui, voilà pourquoi je dis, nous travaillons tous les jours. À Lomé, comment se fait le travail? C'est avec l'apport des autorités de ces villages-là? Dans chaque localité. Les chefs, les chefs traditionnels comment ça se fait? Oui, dans chaque localité où nous intervenons, nous avons toujours des points focaux. Et donc, ces points focaux sont beaucoup plus des chefs traditionnels ou des notables, ou surtout quelqu'un qui a un lien avec la chefferie, avec le village, qui a quand même une forte relation avec la communauté. Donc, quand il y a problème, quand il y a un souci, quand il y a un besoin, on nous fait donc appel, on intervient par personne interposée, c'est-à-dire à travers donc, notre point focal. Mais s'il n'y a qu'à nécessité, voilà pourquoi presque tous les week-ends, presque toutes les semaines, on se déplace, on va toujours dans un village pour
essayer d'animer un peu la partie avec des enfants, essayer de conseiller donc les femmes, regrouper les femmes, puisque nous avons il y a des femmes également, nous avons des groupements de femmes, et surtout sur le plan agricole, à travers un projet que nous avions lancé il y a de cela bientôt 2 ans, le projet PAREFA, un projet d'appui au relèvement économique des femmes artisanes et agricoles. Et donc, c'est un projet qui finance donc, les travaux champêtres donc, de ces femmes-là. Et donc, mais les femmes doivent se regrouper en association, se mettre en groupement. Et là, on essaie quand même de les aider dans la mesure de nos possibilités et pour qu'elles puissent finir donc l'année, travailler naturellement la terre et récolter les produits. Pourquoi? Parce que vous savez que dans nos grandes villes, les commerçantes que nous avons sont un peu plus, jouent beaucoup plus au malin. Oui, et quand vous voyez des agriculteurs qui sont dans les villages, qui sont dans les campagnes, qui sont dans les communautés, les coins les plus reculés du pays, et quand ils finissent donc de produire leur céréales, par exemple, voilà, ils travaillent la terre et ils récoltent donc les fruits de ces travaux-là, de leurs travaux. Maintenant, les commerçants et commerçantes de Lomé, par exemple, je prends l'exemple de Lomé, et ils vont là, dans les villages, dans ces villages-là, dans ces fermes. Et c'est à elles maintenant, c'est elles, si je prends les commerçantes, c'est elles qui font les prix des produits. Au lieu que ce soit le vendeur ou la revendeuse ou bien la vendeuse qui fasse le prix, qui donne le prix, mais c'est plutôt l'acheteur qui impose un prix, qui propose son prix. Parce que, on se dit, nous sommes de Lomé. Si tu n'acceptes pas, voilà, ça va rester là. Si tu n'acceptes pas, ça va rester. Et donc, de peur de se voir encore traîner, en tout cas avec sa marchandise, ces femmes-là acceptent finalement à contre-cœur et liquident donc leurs produits. Et voilà. Donc c'est ce qui fait que les agriculteurs sont toujours dans la précarité, dans leur grande majorité. Ils sont toujours dans la précarité. Donc ce projet vient quand même les aider. Et ils vont quand même se mettre en groupement, ils vont travailler en synergie, ils vont travailler donc en collectivité. Et ce qui fait que si vous avez à la fin de chaque saison vos produits, si c'est par exemple du maïs, parce qu'aujourd'hui, à l'heure là, c'est la période des récoltes du maïs. Dans la semaine, nous serons du côté de Atchankopé, c'est un village situé dans la préfecture des Lacs, au fin fond donc d'Aklakou. Nous irons là-bas pour assister donc aux récoltes du maïs. Et donc, vous avez vos produits, vos marchandises, vous imposez le prix. Donc vous êtes là pendant que les échanges se font ou bien... Non, nous on a déjà travaillé, on forme ces femmes-là à travailler en synergie. Si Adjo demande, en tout cas si Adjo a sa marchandise, le prix commun, le prix dans tout le village, dans toute la ferme, le prix de vente c'est fixé à 700, c'est 700. C'est 700 chez Adjo, c'est 700 chez Ayawa, etc. Maintenant, si le commerçant ou bien la commerçante est venue d'une grande ville, à Nekwa par exemple, ou à Lomé, ou une grande ville de Vaughan par exemple, qui vient vers vous à Tchankopé pour acheter donc ce produit, elle tombe d'abord sur Adjo dit 700, c'est 700, c'est 700. Et elle revient chez Ayawa, c'est 700. Elle revient chez Davodjou, c'est 700. Et donc, la personne serait obligée d'acheter ce produit. Maintenant, si elle refuse, elle part. Vous allez vous entraider parce que le produit étant resté invendu, ça ne fait pas quand même ça. C'est pas très méchant. Vous allez trouver encore d'autres preneurs. Et donc, quand vous restez en réseau, vous travaillez en réseau, vous allez toujours être... c'est que ça sera bénéfique. C'est toujours bénéfique de travailler en réseau. Et donc, ça fait que le commerçant va vous respecter, le client va vous respecter et finira donc par acheter les produits. Maintenant, si vous avez vendu pour vous et l'autre n'a pas vendu, vous pouvez vous entraider. C'est l'occasion de prendre le reste de chez ta consoeur, de ta camarade
et vendre. Donc c'est ce que nous essayons. Et à la fin, vous lui restituez l'argent. Vous lui restituez l'argent. Vous lui restituez l'argent et voilà, ça va permettre quand même à la communauté de bien vivre, d'être beaucoup plus aisée, de vivre de son travail. Parce que le travail de cette communauté, c'est le champ, c'est la terre. Et donc, on ne peut pas cultiver la terre et être pauvre. Un artisan n'est jamais pauvre. Un agriculteur ne doit jamais être pauvre. Et donc, c'est ce que nous essayons d'inculquer, fait dans les villages. Et donc, naturellement, en cette période de vacances d'année scolaire, de rentrée scolaire qui va arriver bientôt, nous mobilisons donc les fournitures scolaires que nous distribuons aux plus nécessiteux, aux enfants les plus nécessiteux à travers le Togo. Et donc on cible quand même 30 enfants par village et ça dépend quand même du nombre en tout cas du lot que nous avons. C'est l'eau que vous avez, ça vient souvent de vos partenaires? Ça vient souvent des bonnes volontés de nos partenaires. Bien au sein de votre l'association même, oui, parce que c'est un programme à respecter à la lettre. Et ces vacances-ci, nous serons forcément dans un village pour distribuer des fournitures scolaires. Peu importe, un partenaire nous assiste ou pas, l'association va le faire. Et donc, mais ça réduit un peu le champ d'action. Et si nous n'avons pas de partenaire, ça réduit notre champ d'action. Au lieu qu'on soit dans 10 villages, par exemple, on serait peut-être dans 1 ou 2 villages. Vous voyez un peu. Mais c'est pour cela que nous lançons l'appel à tous les partenaires, à toutes les bonnes volontés d'aider quand même l'association du village, d'aider les autres associations naturellement qui interviennent dans ce domaine. Parce que pourquoi il faut les aider? Vous avez les moyens, mais vous n'avez pas la possibilité, la disponibilité d'aller vers les nécessiteux. Mais nous, on s'est mis quand même sur nous la charge d'aller sur le terrain, de vous représenter sur le terrain. L'association d'être là tout le temps. D'être là tout le temps. Voilà. Et donc, ce voyage-là dans les villages, pratiquement chaque semaine, vous êtes dans un village. Et ça voudra dire tout simplement que nous sommes le relais de toutes les bonnes volontés. Nous sommes le relais des partenaires. Et donc, il y a des gens qui sont des ministres, qui sont des présidents, qui sont des directeurs de sociétés, qui ont de l'argent, qui ont quand même envie d'aider. Mais qui aider et comment aider? Vous pouvez passer par nos associations pour aider et avoir les preuves, les résultats de ce que vous avez convoyé comme marchandise. Beaucoup de courage à vous et bonne chance pour la prochaine rentrée scolaire. Le premier sujet de cette émission, la police nationale a mis la main sur 2 malfrats qui ont un mode d'opération particulier. Invité le conducteur de taxi-moto qui l'a sollicité pour les courses, injecter une substance dans sa boisson et le déposséder de sa moto et de ses objets de valeur. Alors, c'est ce que la police nationale a communiqué il y a quelques jours en appelant les conducteurs de taxi-moto à la vigilance. Alors, dites-moi, Abel Zendoudi, c'est assez spécial cette fois-ci, hein, ce n'est plus violenter les gens, mais maintenant, c'est d'essayer d'être proche avec la personne. Quand vous finissez votre sale besogne et qu'il s'est endormi, et là vous prenez la clé de la moto, plus les objets de valeur que cette personne a. Ben, c'est aussi une autre forme de violence. Ah bon? Bah oui. C'est une autre forme de violence. Oui, on t'invite à prendre du jus, ben, c'est tranquille. C'est vite fait. Ce n'est plus quand même de l'agressivité, mais c'est une autre forme de violence. Et c'est encore. La violence douce, si on peut l'appeler. Voilà. C'est encore très méchant. Et vous savez que les malfrats, les voleurs ont quand même plusieurs méthodes. Et je me dis peut-être que sont des groupes organisés et qui ont leur laboratoire. Et dans ces laboratoires, ils essayent quand même d'apprendre, de changer, de revoir les méthodes de travail et tout, si on peut l'appeler travail. Et donc, ils arrivent toujours à sortir un plan d'action. Et donc, c'est ce plan d'action qu'ils mettent maintenant à contribution, qu'ils mettent en jeu sur le terrain. Et donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement que nous devons quand même rester éveillés. Oui, la police, en mettant la main sur ces
de malfrats a su quand même sensibiliser la population sur leur méthode de travail. Bon, je ne continue pas à l'appeler travail, mais leur mode opératoire. Et ce mode opératoire qui consiste donc à droguer, c'est le mot juste, à droguer donc leurs victimes et à faire de sorte que ce dernier soit méconnaissable, perde quand même contrôle et au final le déposséder donc de tout ses biens. Et après quelques minutes, quelques heures, le malheureux va quand même retrouver son sens et puis il se réveille quelque part et retrouve son sens. C'est quand même marrant. Puis, c'est voilà. vrai que c'est une mauvaise pratique. Mais c'est triste. Tu retrouves ton sens et puis tu ne retrouves, et puis tu ne retrouves plus ta moto, tu ne retrouves plus tes téléphones, tes objets, voilà, tes objets de valeur. Et donc maintenant, ça c'est le mode opératoire du malfrat ou bien des malfrats. C'est le mode opératoire du voleur en question. Et ce voleur, il monte chez toi, soit dans ton taxi, soit sur ta moto, et avant la destination, il te propose quand même un pot. Et vous vous retrouvez dans un bar, vous buvez tranquillement et puis c'est là. Mais pourquoi quand même accompagner un client dans un bar? On va venir à cette question tout à l'heure. Stan est finalement avec nous. Stan du journal Opinion TV. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour Abel Zao. Toutes mes excuses pour ce grand retard qui en fait merci quand même d'avoir fait le maximum. Oui, c'est le devoir. Alors, vous l'avez compris, Stan, on était en train de parler de la sortie de la police nationale qui a mis la main sur deux malfrats qui ont un mode opératoire spécial. On négocie pour les courses. Vous êtes d'accord, on fait les courses et peut-être avant la dernière course, on te propose un verre, on te propose un pot et c'est là que son plan machiavélique entre en jeu. On injecte une substance dans ta boisson et toi l'innocent, tu prends calmement ta boisson, reposer au plat. Tu n'es plus en toi-même. Et puis... Oui, c'est une réalité. Et Abel vient d'évoquer le sujet même tout à l'heure. Il disait que les malfrats ont aussi le laboratoire. Je pense qu'ils ont plusieurs manières d'opérer. Et ces manières-là, ils ne se lèvent pas comme ça et les mettent en exécution. Ils rentrent, ils étudient, parfois même ils descendent sur le terrain, ils analysent bien les... Oui, carrément. Ils descendent sur le terrain, dans le quartier, ils analysent bien le fonctionnement, les pratiques, les manières de faire des citoyens de ce quartier, comment ça se déroule. Ils s'acquièrent de toutes ces informations-là avant de lancer l'opération. Donc, ça dit que c'est vraiment des laboratoires. Les gens entrent en laboratoire avant d'opérer, faire certaines opérations. Et donc, dans le vol direct, ou bien le cambriolage, etc., que nous connaissons, les gens, à un moment donné, savent qu'on commence par prendre des précautions pour les éviter. Et donc, ça les empêche en tout cas, eux, de leur faire leur opération. Et donc, ils passent par n'importe quelle manière. Il y a parfois même, on passe par on utilise la magie noire pour atteindre... Oui, il y a des opérations, des malfrats, avant de t'attaquer. Bon, tu es là, on prononce quelques phrases à ton endroit, et puis tu n'es plus en toi. Ils opèrent, ils te dépouillent de tout, et puis finalement, quand tu vas revenir en toi-même, tu te retrouves avec rien, et le malfrat lui est parti. Tu ne le connais pas. Tu vas l'interpeller où? Tu vas interpeller qui? Lui, il a opéré, il a prêté bien, et puis il est parti. Donc, ce sont des pratiques qui existent, qui sont réelles, et des gens entrent en laboratoire, ils étudient bien, ils utilisent n'importe quelle manière pour y arriver. Et c'est le cas également des deux là que la police a appréhendé l'autre fois. Je pense que
Et surtout, ce cas est beaucoup plus vulgaire. Je pense que, Vulgaire. oui, parce que, bon, si au moins, toi, qu'on veut attaquer, toi qu'on veut dépouiller, tu es là, on prononce des paroles incantatoires à ton endroit avant de te dépouiller, là on peut comprendre. Mais toi, en tant que tu travailles, tu es taximan, on t'invite, bien tu es Z-man, tu prends un client, tu le déposes là où il veut aller, il t'invite, tu laisses ton travail, tu vas carrément dans un bar prendre un pot avec lui. C'est un peu bizarre. C'est là où je dis qu'on se met... Vous savez un peu ce qui s'est passé durant la course pour qu'on en arrive là. Abel avait voulu toucher le... C'est là où je dis qu'on se met dans une position de vulgarité. Pourquoi qu'on se laisse aller jusque-là? Si on t'envoûte là, on peut comprendre. Mais te laisser berner jusqu'à être invité... Toute la journée, aujourd'hui, le sujet qui rassemble le plus, c'est la politique. Vous parlez politique, tel affectant, vous parlez de ça, peut-être de 7h à 13h. Et il dit, ok, frère, allons prendre... parce que c'est quelqu'un de bien sapé et autres, là, j'imagine. Hein. Frère, allons prendre un pot et on termine ma course, je te règle. C'est là on doit inviter tout le monde à être plus vigilant. Parce que ça nous donne un exemple d'appeler tout le monde à être plus vigilant. On ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui disent dans le quartier que le dos est risqué. Donc faisons beaucoup attention. On dit souvent que l'habit... C'est que vous travaillez. Oui, l'habit ne pousse pas le moine. Quand vous prenez quelqu'un pour les courses, c'est uniquement... Oui, faites votre course et puis si vous voulez prendre un pot, sachez avec qui prendre un pot, quoi. Voilà. Alors, Abel, Stan finalement est allé où vous aviez oui, ben justement, c'est important de le dire et de rappeler quand même à la conscience collective et à l'esprit, à l'ouverture d'esprit donc des uns et des autres, c'est très important. Même si vous avez passé une demi-journée ensemble, ben vous n'êtes pas des amis. Ben on prend quand même, on boit avec qui? On prend des pots avec qui? Avec n'importe qui. On se... Je vous ai vu la dernière fois sur une plateforme dire que ce taximan là, ou bien ce conducteur de taxi moto, avant qu'on ne prenne en compte sa plainte, lui-même doit faire quelques jours de séjour. Oui, et prendre du café chaud. Parce que c'est pas sérieux de toutes les façons. C'est vrai que les malfrats, voilà, ils sont quand même dans leur sale besogne et ils vont répondre devant la loi. Mais derrière ça, il faut quand même qu'on soit vigilant. Bien entendu, il faut quand même qu'on soit vigilant. Toi, taximan, on te prend, ou bien on a loué quand même ton engin, et tu te permets d'aller siroter avec le client que tu ne connaissais pas. La vie est dure, c'est pas tous les jours. Bah oui, c'est comme ça. Mais c'est pourquoi... On 500 francs pour et donc, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, est-ce que celui-là aujourd'hui va se plaindre? Est-ce qu'il va se plaindre en sachant véritablement qu'il a vraiment fauté lui également, qu'il a commis une bêtise? Pas possible. Vous voyez un peu. Est-ce qu'il va se plaindre? Mais c'est vrai qu'il est victime aujourd'hui et on doit quand même voler à son secours. C'est ce qu'on fait. Mais derrière ça, il faut quand même rappeler quand même à l'ouverture d'esprit de tous les autres. Et donc aujourd'hui, les taximens que nous avons, les conducteurs de moto, ils doivent quand même redoubler de vigilance. Hier, c'est des attaques, c'est par l'agressivité, des coups de poing, la violence, lui que les machettes que ces mafras utilisaient donc pour attaquer les citoyens. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, ils sont carrément sortis donc ils ont laissé de côté ce plan. Et ils ont quand même une nouvelle méthode. Ils ont étudié, comme Stan le disait tout à l'heure. Oui, parce qu'aujourd'hui, la sécurité est tellement renforcée. Le mental. Oui, vous savez, dans toutes les communes du Togo aujourd'hui, à moins que je me trompe, selon les informations, il y a au moins un commissariat. Dans toutes les communes du Togo, les 117 communes, ont au moins un commissariat, ce qui n'était pas le cas
voilà, dans un passé récent, vous voyez un peu. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça. Donc il y a des commissariats et des postes de police par endroit également, vous voyez. Et donc je veux dire que la sécurité est renforcée, même si par moment, si vous, quand vous approchez donc, les agents de force de l'ordre de sécurité, ils parlent quand même du manque d'effectifs, mais au moins on a quand même des commissariats un peu partout. On a des gendarmeries, des brigades de gendarmerie un peu partout, dans chaque commune, vous voyez. Donc ça fait que il est plus facile d'attaquer, il est plus facile de grimper quand même, d'escalader donc un mur pour aller voler et tout. C'est vraiment. Et donc, ils ont changé de stratégie, ils ont changé de méthode. Et la nouvelle méthodologie, c'est voilà, discuter avec, voilà, de tromper la vigilance du partenaire entre griffes. Et puis, voilà, on va ensemble dans un bar, dans un resto, on mange. Et puis, même si la personne est là, comme si il somnolait et que toi, avec qui il était venu, tu pars prendre donc l'engin, le barman ou le restaurateur ne va pas imaginer, voilà, il ne va pas imaginer qu'il était quand même un client. Vous voyez un peu. C'est comme si vous étiez des amis et donc tu pars acheter quelque chose, etc. Et tu ne reviens plus, vous voyez un peu. D'ailleurs, est-ce que celui-là a déjà payé même le gérant du bar? Et donc, il faut se réveiller sans son engin, sans son porte-monnaie. Et maintenant, l'addition qui vous attend. Et donc, tout est vraiment compliqué. Alors, donc, il faut quand même qu'on reste prudent et éveillé. Eh bien, Stan, rester prudent et éveillé. De l'autre côté, peut-être que les conducteurs de taxi-moto ont laissé facilement cette piste-là. Hein, parce que vous voyez, quand vous prenez ZEP, par exemple, de Acier ici, au moins sur 10, 6 vont essayer de causer avec vous. Je ne sais pas quelle est cette manière-là. On oublie l'objectif. L'objectif, c'est de m'emmener quelque part. Ce n'est pas de discuter avec moi. Oui, et vous savez. On insiste à discuter avec la personne, même quand tu ne réponds pas, on continue. Voilà, les gens ont compris facilement que vous aimez bavarder. On passe par là pour vous prendre votre engin. Vous savez que le Togolais, moi je peux expliquer ça par beaucoup de choses. D'abord, le Togolais, c'est quelqu'un qui est accueillant, qui est ouvert. Et donc, il n'hésite pas à... Il y a la solidarité, il y a la cohésion. Donc, les gens n'hésitent pas à échanger facilement avec leurs prochains. Surtout quand tu es étranger, que tu es au Togo, les gens s'ouvrent rapidement. Ils s'ouvrent rapidement aux étrangers. Et donc, c'est un peu ce qui se passe, je pense, avec nos amis, les conducteurs, les taxis, les conducteurs de moto. Ce sont de mauvaises habitudes Également, en réalité. Parce que vous avez vu avec l'extrémisme violent et le terrorisme, c'est le fait de s'ouvrir à n'importe qui, c'est ça qui a causé des situations à certains endroits. Oui, quand je dis s'ouvrir, ce ne n'est sont pas... de mauvaises habitudes, ça? Bon, quand je dis s'ouvrir, il aborde facilement les discussions avec les étrangers, etc. Mais sauf que, bon, ça ne veut forcément pas dire qu'ils acceptent n'importe quelle pratique venant de nulle part. Il faut faire le distinguo. Également, un truc qui peut expliquer cela, moi je pense qu'il y a également la frustration, le fait que les gens ont des problèmes. Et donc à un moment donné, quand vous prenez un taxi-moto, sur la plupart des discussions, si ce n'est pas un problème de vie sociale, un problème social que la personne bien personnelle, un problème de famille, un problème d'argent que la personne vit dans son milieu, bien personnellement chez lui, ça va être un truc porté sur la politique. Donc c'est beaucoup plus ça. Donc, les gens ont des problèmes. De mener des discussions avec quelqu'un que vous prenez sur votre projet. Ce n'est pas normal. Le contrat qu'il lie un client et un conducteur de taxi, c'est-à-dire que tu me prends ici d'un point I, d'un point A pour aller à un point B. C'est tout. Et puis moi, je te donne ce qui te revient et puis c'est bon. Normalement, c'est comme ça que ça devrait être. Mais bon, d'autres faits amènent ces conducteurs-là à facilement aborder des discussions qui peuvent facilement... Parfois, ça agace certains clients. Mais bon, ils sont dedans, quoi. Mais la pratique, c'est une réalité
comme tu viens de le dire, c'est une réalité qu'on constate chez nos amis les conducteurs de taxi-moto. Je pense que ça aussi, c'est une discipline qu'ils doivent s'inculquer au niveau de leur association. Il faut qu'on sensibilise sur ce genre de trucs qui forcément n'honorent pas leur métier, ne sont pas forcément bien. Donc, tu prends ton client, le contrat que vous lisez, c'est ça, tu le prends d'un point A à un point B, et puis il te donne ton argent, et puis c'est bon. Pas de discussion. Alors, Abel, si on doit tirer une conclusion de cette histoire-là, surtout côté conducteur d'engin. Ben, écoutez, conducteur d'engin, c'est... Parce que c'est pas toi que quelqu'un va demander, c'est pas à toi que quelqu'un va demander maintenant de le prendre dans ta voiture, c'est pas Stan qu'on va demander de faire ci ou ça, quoi. Mais les conducteurs d'engins, les taxis-motos, les taxis, c'est à eux que ce malheur arrive. Oui, je crois que, se permettent. Voilà, dans la note de la police nationale, ce volet sensibilisation a été quand même bien mentionné, où la police invite donc la population à plus de vigilance et surtout aux taxis, mène taxi moto, voilà, aux conducteurs d'être beaucoup plus vigilants et prudents. Donc je crois que c'est le même message que nous allons donc adresser à leur endroit, de s'atteler rien qu'à leur travail. C'est un contrat et c'est de ça qu'il est question, parce que ça fait quand même partie des causes des accidents de circulation, vous voyez. Oui, ils sont distraits. Et donc, au lieu quand même d'être concentrés sur la moto, d'être concentrés sur le volant, d'être là à échanger, à discuter, à débattre et puis à s'oublier même par moment. Et donc, je crois que de ce genre de situation doivent faire objet de sensibilisation. Mal ce pays, ah oui, voilà, et donc le pays est mal gouverné, tel qu'il se pose, alors que déjà, c'est quelqu'un qui va brûler. Pendant ce temps, il ne se contrôle plus, il va brûler rapidement le feu qui est au rouge. Qui connaissent les réalités voilà, dans le pays voilà, et donc, mais très souvent, quand tu lui poses la question de savoir est-ce que vous connaissez Cotonou, il dit non, je ne suis jamais allé, on m'a dit que... Surtout Cotonou, Accra. Et donc, je ne suis jamais allé à Accra, mais on m'a dit que, je ne suis jamais allé au Bénin, mais on m'a dit que... et donc, voilà, je crois qu'il faut quand même... je suis quand même certain que les responsables des syndicats, de ces différentes associations de conducteurs nous suivent et puis ont compris la leçon de ce qui est encore arrivé. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a plus entendu parler de braquage, etc. C'est parce que la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre de sécurité font énormément d'efforts, font leur travail, en ce sens que voilà, on a essayé quand même de quadriller nos villes. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous laissons faire et ça crée encore d'autres situations. Comment est-ce qu'un agent de sécurité, comment est-ce qu'un gendarme ou un policier peut savoir que celui avec qui tu es dans un bar n'est pas ton ami? Mais c'est de ça qu'il est question. Il va falloir quand même qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons. Donc je suis quand même sûr que si la leçon est bien passée, ça va quand même... voilà. On ne sait jamais, on ne sait pas qui est qui. La personne peut être courtoise avec toi tout de suite, mais elle a un autre objectif, donc vigilance. Deuxième sujet dans cette émission, la maternité face au manque de personnel médical. Ce reportage de France 24 qui pose problème. L'administration du centre hospitalier a porté plainte pour diffusion de fausses informations. Alors Stan, ma toute première question est pour vous. Est-ce possible qu'un journaliste débat dans un service, que ce soit privé ou public, et commence par tourner un reportage sans aucune autorisation? Est-ce possible? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Mais si vous me demandez si c'est normal, c'est normal. Est-ce normal? Est-ce normal? Là, je pourrais répondre. Est-ce normal? Non. Notre déontologie ne nous le permet pas. On nous dit, si vous voulez des informations d'une administration, ou bien d'une autorité, etc., il faut on fait une demande et l'autorité là est tenue
de vous accorder l'occasion d'avoir votre information pour faire votre position. Et donc, normalement, pour faire un reportage de ce genre, le journaliste doit adresser une note à la direction, informée du pourquoi de ce qu'on veut faire, la production, du pourquoi on veut le faire, etc. Et donc, le type de position qu'on veut faire, mentionner tout cela. Et puis, bon, quand on vous donne le OK, vous faites votre position. C'est comme ça que ça devait se passer quand on veut avoir une information, quand on est un journaliste. Mais dans le reportage, ils ont signifié que les autorités n'ont pas voulu répondre à leurs questions. Je crois que c'est la partie même qui a fait réagir le premier responsable. Oui, je pense que c'est aussi ça le problème auquel nous sommes confrontés en général au niveau du journalisme. Il y a beaucoup, c'est vrai que la loi nous autorise à avoir des informations, mais il y a beaucoup de simples informations pour les avoir, pour faire les pieds et têtes, pour les avoir, et finalement, parfois même on C'est ne... pour ça qu'il faut diffuser des informations comme ça. Je ne dis pas, je dis que nous sommes confrontés, notre métier est confronté, dans notre métier, nous sommes confrontés à un problème, et c'est ce problème que j'évoque. C'est celui du refus, voilà. Vous demandez... On ne vous dit pas tout de suite non. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais on vous fatigue, oui. On ne vous répond finalement, parfois même on ne vous répond jamais. Des fois, on ne répond pas au courrier. Oui, vous continuez d'appeler les chargés de communication. On ne vous dit rien de... Plusieurs fois, on a été victime. Vous faites des demandes pour juste avoir des informations. On vous dit d'écrire un courrier à telle personne. Finalement, vous ne vous retrouvez pas. Vous faites des courriers qui n'ont jamais eu de réponse, etc. Mais là, quand vous n'avez pas de réponse tout et tout, est-ce que vous êtes obligé de diffuser le sujet si vous savez que c'est un sujet vraiment sensible? Bon, du moment où notre métier, notre déontologie nous impose... De diffuser votre reportage, si vous n'avez pas tous les éléments? Non, je pense que non, parce que notre métier ne nous permet pas de diffuser n'importe quelle information, surtout quand l'information n'est pas sûre, n'est pas vérifiée, n'est pas fiable. Notre métier, les lois de notre métier ne nous permettent pas, en tout cas, de les publier. Et donc, je pense que si on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les informations à notre disposition, vaut mieux s'en passer de l'information, passer à autre chose et attendre. Le OK. Voilà, parfois même quand on attend et l'information c'est un truc périssable, ça peut périr. Et donc, bon, si ça périt, mais bon, les publier comme ça, sachant que toutes les informations ne sont pas réunies, je pense que ça nous impose, ça nous oppose à la loi et ça peut nous porter atteinte à notre métier. Donc je pense qu'il faut qu'on évite, il faut vraiment qu'on évite. C'est vrai que c'est compliqué de faire ce métier, surtout quand les gens vous refusent des informations, mais bon, nous aussi, il faut qu'on évite des problèmes, d'être en confrontation avec la loi en diffusant des informations qui ne sont pas complètement vérifiables et complètes. Alors, Abel, est-il bien séant pour un journaliste vous débarquer dans un service, vous arrivez ici par exemple, vous sortez votre caméra, vous filmez ce que vous avez envie de filmer, vous interviewez peut-être quelqu'un qui est de passage et se dit personnel de Espoir 47, vous arrivez à votre rédaction, vous mettez à la une telle situation à Espoir 47. En tant que journaliste, vous ne cherchez pas à avoir l'opinion du promoteur pour balancer? Bon, je crois que ce n'est pas possible. Ce n'est pas quand même professionnel. Il y a de ces situations qui arrivent souvent dans toutes les rédactions, dans chaque rédaction. Mais moi, j'ai quand même l'habitude de dire à mes reporters, à mes journalistes, que ce n'est pas quand même toutes les informations qu'il faut publier, qu'il faut diffuser. C'est-à-dire, c'est autant quand même de nos grands-mères.
Elle est utile. Non, pour le cas du CHU Sylvanus Olympio, c'est une information vitale, c'est une information. Mais c'est également sensible. Oui, c'est sensible, oui, c'est un sujet sensible. Mais vous savez, France 24 n'est pas quand même une chaîne de télévision, une chaîne de rue, hein, vous voyez. Donc, c'est toute une structure avec des départements bien structurés et tout. Et des reporters un peu partout sur le terrain. La journaliste qui a tourné le reportage en question, elle est togolaise, mais elle travaille quand même pour cette chaîne-là. Et c'est à ce niveau quand même que le respect des règles du jeu doit quand même rentrer en jeu. Pourquoi? Parce que pour être correspondant ou reporter d'une chaîne internationale dans un autre pays, il faut avoir quand même l'agrément. Vous avez quand même le quitus de votre chaîne de la représenter dans votre région, mais la région doit également vous accepter. Vous voyez un peu, ce n'est pas parce qu'on a dit France, oui, que tel média envoie son reporter au Bénin, par exemple, un journal du Togo, par exemple, qui envoie un reporter au Bénin, et donc il tombe au Bénin et puis il commence par tourner parce que son journal lui aurait déjà accordé l'autorisation de sortie, ou bien l'ordre de mission. Ça, c'est l'ordre de mission. Maintenant, est-ce que le groupe de reporters en question a eu l'agrément ou bien l'autorisation de la haute autorité de la communication du Togo? Je ne sais pas si c'est réel. Est-ce que les démarches administratives primaires ont été quand même faites pour tourner le sujet? Un courrier a été envoyé à la direction, est-ce qu'un courrier a été envoyé au ministère et tout? Maintenant, dans la plainte, la direction du CHU Sylvanus Olympio fait savoir qu'aucune lettre n'a été envoyée. Maintenant, le reporter dit à la fin que ils ont essayé de contacter et on les a renvoyés peut-être au ministère et puis etc. Bon, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, qui croit dans cette situation? C'est l'autorité, parce que le CHU Sylvanus Olympio est dirigé par quelqu'un qui a été nommé par le pouvoir public, vous voyez un peu. Et donc, si ce dernier sort un courrier officiel, il ne peut pas mentir dans ce courrier-là et dire des contre-vérités, dire que la lettre n'a pas été... Peut-être que la lettre envoyée par France 24 n'a pas quand même tombé sur la table du directeur. Bon, peut-être. Maintenant, la décharge que la chaîne nous présente nous montre quand même la décharge, puisque même si c'est un planton qui a reçu le courrier, il doit décharger. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, on s'en tient quand même à la déclaration officielle. Mais si tant est que la déclaration officielle du CHU Sylvanus Olympio et voilà, c'est clair que la lettre n'a pas été quand même envoyée. Et là, je me dis que c'est une faute de la chaîne France 24 que nous respectons beaucoup, que nous tous nous suivons. Voilà. Mais il ne faut pas quand même perdre de vue également certaines manières de faire de ces médias internationaux face à la situation que nous vivons en Afrique et tout. Et donc, ils décident parfois, oui. Hier, c'était un reportage tourné dans un établissement scolaire. Oui, toujours par un média international. Un média international. Aujourd'hui, c'est un reportage tourné dans un centre hospitalier. Les reporters sont en mission, c'est quoi? Oui, c'est pourquoi ce qu'on montre, à chaque fois, il y a des réactions. Il y a des réactions des autorités qui disent que voilà, ce n'est pas clair, rien n'a été fait en amont et tout. Ouais, c'est pourquoi je dis... On ne peut pas attendre l'autorisation. Il y a quand même de ces manières de ces médias internationaux qui nous mettent un peu en difficulté en Afrique. Est-ce qu'eux, ils sont... On se rappelle quand même de ce qui s'est... C'est important. Puisque ici, quand vous envoyez un courrier dans l'administration, tant que ce n'est pas OK, vous n'avez pas le OK, vous n'allez pas tourner. Oui, non. Mais
il faut quand même que nos autorités essayent de corriger ce côté de la chose. Parce que dans les tests même de la République, la loi autorise quand même à ce que le journaliste qui demande à avoir accès à une information ait accès à l'information naturellement. On ne doit pas lui refuser, jeter les courriers dans la poubelle et puis faire comme si de rien n'était. Et bien quand la personne va contourner pour publier, et tombe quand même sous le coup de la loi, elle tombe quand même sous le coup de la loi. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Et donc l'autorité également, nos administrations et nos autorités doivent essayer de corriger ce côté de la chose. Les directeurs de communication de chaque, ou bien les attachés de presse de chaque institution doivent veiller quand même à ce que l'information passe. Ne serait-ce que dire oui ou non. En tout cas, répondre quand même aux journalistes d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de ce que vous voulez communiquer. Parce qu'il y a quand même des agents de communication dans chaque institution. Mais ces agents de communication communiquent sur quoi? Mais c'est vrai que le cas de CHU Sylvanus Olympio, moi je ne suis pas encore allé pour voir, mais ça peut être quand même quelque chose voilà, de réel. Maintenant, il va falloir quand même que la direction du CHU Sylvanus Olympio donne sa part de vérité sur la question. Ou alors, puisqu'il y a des efforts qui se font à tous les niveaux dans ces domaines. C'est vrai que Lomé aujourd'hui compte plus de 2 millions d'habitants, contrairement en 2003-2004 où on était autour d'1 million. Vous voyez un peu. Donc de 1 million à 2 millions, ce n'est plus quand même les mêmes charges, ce n'est plus les mêmes besoins. Il faut augmenter les... Il faut augmenter les centres de santé, il faut quand même les équiper, il faut avoir du personnel assez efficace, des personnels de qualité, vous voyez, bien formés et tout. Et donc, je crois que les gouvernants sont en train de faire quand même assez d'efforts. Vous voyez aujourd'hui, les CMS, les centres médico-sociaux que nous avons dans chaque commune pratiquement, aujourd'hui, ce sont des médecins qui administrent donc, qui dirigent donc ces centres de santé, contrairement à un passé récent où c'était plutôt des assistants médicaux et tout. Donc, il y a quand même des efforts qui se font pour que on ait quand même des soins de qualité. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut quand même accélérer, il faut continuer par travailler, communiquer sur ce qui est fait. Mais c'est tout le mal que nous avons. Parce que, par exemple, aujourd'hui, des gens continuent par affluer vers les cliniques privées où ça coûte très cher. Vous voyez un peu. Mais ça coûte. Alors qu'à côté, il y a quand même un CMS qui a de la qualité. Puisque c'est un médecin qui est là, formé qui est là. Mais vous allez dans une clinique privée, c'est encore un médecin qui est là, et même de la même génération, de la même promotion. Vous voyez un peu. L'autre a trouvé quand même mieux dans la fonction publique. On l'a envoyé dans un centre de santé public. Mais celui-là, son camarade qui n'a pas donc cette chance-là. Ils sont en cheval entre le privé et le public. Donc, je crois que si nous communiquons sur ce qui est fait bien, par exemple, c'est il y a quand même beaucoup de travail qui se fait là-bas. Il y a beaucoup de témoignages à tous les niveaux. Donc, je crois que c'est peut-être la faute aux responsables. De refuser quand même de dire ce qui se passe. Alors, c'est vrai que nous savons. C'est vrai que le courrier a été envoyé. Aujourd'hui, le courrier n'a pas été envoyé selon ce que l'autorité dit. Et la RACO aussi a sorti donc une note, une mise en demeure à France 24 et tout. Hier, c'était TV5 Monde par rapport à l'histoire de Alokogbe. Non, c'est Alokogbe, je ne me rappelle plus du nom. Voilà, d'une ville de Tévier, bien d'une localité de Zior. Donc, je crois qu'il faut quand même arrêter avec ce genre de manipulation. Vous voyez un peu. L'Afrique reste l'Afrique. L'Afrique a ses réalités. Hier, on se soignait avec des tisanes. Hein. Vous voyez un peu. Nos grands-parents se soignaient avec de la tisane. Ça continue aujourd'hui. Ça, c'est l'Afrique. Ce qui n'est pas le cas chez eux. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même la médecine moderne qui prend quand même du terrain, qui prend son ampleur, qui essaye quand même d'occuper naturellement le terrain, c'est normal, mais il va falloir quand même laisser le temps quand même aux Africains de bien construire, bien se construire, de bien quand même éviter
Bon, je crois que c'est de la manipulation, tout simplement. Certaines voilà. images. Alors, Stan, par rapport à ma deuxième question, hier, c'était un reportage dans un établissement scolaire. Aujourd'hui, c'est le CHUC Guanus Olimfio, avec les images des femmes et puis des interviews qui sont réalisées à visage découvert. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé ça comme ça, mais bon. C'est quoi? La première chose... C'est une façon pour eux de dire au Togo, par exemple, réveillez-vous, c'est quoi? Parce que les images qui sont diffusées ne nous arrangent pas. Bon, ne nous arrange pas, mais il faut... Une chose est à relever, qui est indéniable, c'est que les faits dont parlent souvent ces reportages, ce sont des faits qui sont avérés, ce sont des choses réelles. Quand vous allez d'abord sur l'école qui a fait l'objet du reportage de TV5 Monde, c'est une réalité. Ce n'est pas une image truquée. C'est un truc qu'on peut vivre. Tout le monde peut constater une fois qu'on descend sur le terrain. Et si vous allez à une école à Agoué Zongo, vous descendez là-bas, les élèves sont souvent dans l'eau. Il y a la boue, il y a les reptiles qui les dérangent souvent. Parce que l'école est carrément dans l'eau. Allez à Jidogome, à Patame, l'école primaire qui est là-bas est souvent dans l'eau. Allez-y, là-bas tout à l'heure, actuellement, vous verrez que l'école est dans l'eau. Heureusement que nous sommes en vacances. Si la pluie ne cesse pas avant la rentrée, vous verrez que les élèves là-bas, avant de rentrer dans les classes, vont marcher dans la boue. Ils vont marcher dans la boue. Et dans l'école, il y a des herbes qui poussent et bonjour les reptiles qui les dérangent. Ce sont des faits qui sont là. Et même au CHU, les faits révélés dans les reportages, ce sont des faits que les gens vivent. J'ai une fois été là-bas avec ma soeur qui devait accoucher. Ça a été compliqué. Maintenant, est-ce que, ce qu'on reproche à France 24, c'est d'avoir évoqué les faits ou bien de n'avoir pas respecté les procédures? J'en viens. Je finis en disant que les faits sont réels. Ce ne sont pas des faits inventés, ce sont des faits qui sont réels. Maintenant, les manières pour avoir ces informations-là, les manières de traitement de ces informations-là, c'est ça qui pose problème, à mon sens. Comment ils ont fait pour filmer les femmes, la pédiatrie, c'est pas la pédiatrie, la maternité du CHU Tokoin. Comment ils ont fait? Puisqu'ils n'ont pas... Souvent, il y a du monde. Hein. Oui. Sûrement, ils sont allés en caméra cachée, ce qui n'est pas normal. Ils devraient passer par la voie normale qui est de passer à travers un courrier plutôt de demande, une demande de reportage sur le lieu. Et après acceptation de cette demande-là, ils peuvent descendre sur le terrain et filmer. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est là qu'il y a la faute. Ce qu'on reproche actuellement à ces médias internationaux-là, je pense que c'est les manières d'avoir ces informations. Ce n'est pas donné à un média africain d'aller faire de tels reportages dans leur pays, en France ou ailleurs, sans aucune autorisation des autorités de là. Ce n'est pas possible. Et pourquoi eux ils descendent, même si vous faites une demande, qu'on refuse, vous n'êtes pas obligé de traiter le sujet. Au nom de quoi vous traitez le sujet, même si on ne vous donne pas le OK? Au nom de quelle autorité? Nous, Africains, on n'a pas ce droit, on ne peut pas aller faire ça chez eux. Donc, je ne sais pas pourquoi, au nom de quelle autorité, ils se prennent pour des des héros, bien, je ne sais pas quoi. Ils descendent sur le terrain, ils demandent, on ne sait pas si vraiment, ils demandent, même si on ne donne pas le OK, ils font tout pour faire leur position. Je pense que là, il y a un problème. Si on doit sévir, il faut sévir. Si
ils font leur boulot en suivant la procédure normale. Personne ne sera contre. Parce que les faits sont là, s'ils révèlent les faits, ils ne procèdent pas la bonne manière pour exposer les faits à la population, au monde entier, tout le monde applaudirait. Parce que, d'abord, parfois, leur position amène au changement. La preuve, le reportage de l'autre fois a amené le gouvernement à augmenter, à accorder une prime exceptionnelle au personnel soignant, c'est-à-dire aux praticiens, aux chirurgiens. Alors que c'est juste à la veille, au lendemain de ce reportage qui est diffusé, et juste au lendemain, on accorde la prime là au personnel soignant. Ça veut dire qu'à un moment donné, le reportage, ça permet de changer quelque chose. Mais pour le faire, il faut qu'il passe par... Voilà, il faut qu'il passe par les bonnes voies. Alors, nous allons rapidement terminer avec Gakokwe, la une de Gakokwe qui est revenue sur la journée de l'enfant africain. Si David le permet, il nous envoie l'image de Gakokwe, journée de l'enfant africain. Plusieurs activités au programme de la célébration à SOS, village d'enfants Togo. Abel, en une minute ou deux. Rapidement. Oui, vous savez que la journée de l'enfant africain est célébrée tous les 16 juin de chaque année. Et voilà, c'est une manière pour l'Africain, pour l'Afrique de se rappeler de 1976, du 16 juin 1976, où cet enfant, Wilson Beki, c'est l'histoire de cet enfant qui a su quand même résister face à l'apartheid en Afrique du Sud, bien entendu. Et depuis ce temps, vous savez qu'il y avait quand même un mouvement général des enfants dans le pays qui a occasionné quand même plus de 575 morts avec plus de 1000 blessés en Afrique du Sud, vu l'intensité du mouvement, en tout cas la détermination des enfants à retrouver leurs droits, les enfants noirs surtout. Et le gouvernement sud-africain a dû quand même sursoir, a dû retirer donc la loi qu'il avait donc proposé à l'époque. Je crois que l'histoire était retracée dans un film sud-africain, Sarafina ou quelque chose. Bon, il y a quand même plusieurs scénarios qui ont donc illustré les enfants noirs, et donc il y avait quand même un côté plus africain de la chose, et puis différencier donc les Africains, les Noirs des Blancs en Afrique du Sud. Donc les enfants ont su résister et les gouvernants ont retiré donc la loi là, et depuis ce temps, l'Afrique célèbre donc tous les 16 juin de chaque année la journée de l'enfant africain. Donc SOS Village d'enfants, c'est une organisation non gouvernementale bien sûr, qui est basée ici à Lomé, donc qui a comme ça sa base en France et ses démembrements un peu partout en Afrique et au Togo également. Il travaille quand même avec les enfants déshérités, les enfants orphelins, les enfants de rue et tout, qu'ils essayent donc de soutenir de 0 jusqu'à X, en tout cas jusqu'à majorité, jusqu'à un âge adulte et tout. Donc en fin de semaine dernière, vendredi, ils ont organisé quand même 2 jours d'animation, de manifestations culturelles la veille, et puis le vendredi, la clôture avec un match de football qui a opposé les enfants du centre même et les enfants qui sont à l'externe, qui sont toujours des enfants de ce village d'enfants. Et Gakokwe était quand même au cœur de cet événement, et nous avons quand même retracé l'historique de cette journée. Merci Abel. Et dire quand même félicitations à tous ceux qui interviennent dans la cause des enfants.
Merci à vous, Abel Zendodi. Stan, merci. Merci Anita. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour Oui. un autre Numéro de... de l'actualité en débat. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à partir de 10h. Mais déjà aujourd'hui à 20h, vous aurez la rediffusion de ce numéro. Et après, l'émission sera disponible sur notre page YouTube. Bonne journée à tous.